Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bilan de mes lectures du mois de mars. Ce mois-ci j'ai lu une dizaine de livres, mais j'ai choisi de vous en présenter 7. 4 romans contemporains, une nouvelle classique, un thriller et un essai. Je ne perds pas plus de temps, au plaisir de vous présenter ces lectures. C'est parti. Pour commencer, j'ai lu un livre dont les retours des autres booktubeurs sont extrêmement positifs. C'est L'inconnu du portrait de Camille de Peretti. Je n'ai pas été autant conquise qu'eux, mais ça n'a pas été une lecture désagréable pour autant. L'intrigue tourne autour du tableau de Klimt, Portrait d'une dame, mais ne vous attendez pas à une intrigue autour de la peinture, de l'art ou même de Klimt. Ça n'a absolument rien à voir. Enfin, rien à voir. Ça tourne en fait autour, de manière fictive, d'une famille qui serait liée à ce tableau. L'autrice a choisi la fiction pour imaginer le vol de cette œuvre et sa restitution assez miraculeuse et étonnante, donc en tissant une histoire à travers les générations sur les membres d'une même famille assez éclatée. Son inspiration mène à un roman plutôt prenant, avec des personnages plutôt touchants, des révélations aussi. Alors plutôt parce que j'ai pas été complètement convaincue, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, il manquait de la substance pour moi, mais voilà, ça a été un coup de cœur pour le coup pour beaucoup de gens, et je pense donc que si ce type d'histoire vous donne quand même envie, il ne faut pas hésiter et le lire. C'est tout à fait par hasard que j'ai lu le roman La conquête de l'espace de Muriel Boselli, deuxième roman de l'autrice qui sortira le 2 avril, donc soit le lendemain de la publication de cette vidéo. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais alors après les premières pages, je n'ai finalement pas pu m'arrêter de tourner les pages et voilà, j'ai été vraiment surprise par cette autobiographie très atypique et je n'ai pas pu la lâcher. Sur les traces de Colette, l'autrice et son compagnon tombent sous le charme d'une vieille maison à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Finalement, ils décident d'acheter cette demeure, ils sont parisiens, ils réfléchissent à cette décision, mais ils la prennent et on suit l'autrice sur 4 années après cet achat, à travers ses réflexions qui sont bourrées après de références, de citations, mais on suit aussi ses souvenirs et il y a aussi une période au moment du confinement, pendant le Covid, et on suit son cheminement à travers l'écriture de ce livre, de son livre. C'est aussi un très bel hommage à Betty, sa grand-mère, qu'elle aime énormément et qui l'a toujours poussée à écrire. Ce roman foisonnant nous fait voyager dans tous les sens, mais avec tant de justesse et de beauté, j'ai trouvé que j'ai vraiment été ravie d'être ballottée ainsi. J'étais vraiment avide de tourner les pages, de lire la suite. Donc c'est un livre, voilà, coup de cœur pour moi, vraiment. C'est un livre qui parle aussi aux femmes, de nos peurs, de nos formatages, donc d'une grande richesse, surprenant et que je conseille absolument. Dans un court roman très aéré, L'heure des oiseaux de Maud Simoneau, nous sommes à Jersey dans 2 temporalités différentes. D'abord, on suit une femme, une ornithologue, qui enquête à Jersey sur le passé de son père qui est musicien, il est toujours vivant, mais ses plus jeunes années, vraiment de sa toute tendre enfance, est un trou noir dans sa mémoire et elle va essayer de recomposer son passé pour lui. En parallèle, on suit une enfant avec son petit frère de 3 ans qui sont dans un orphelinat à Jersey où ils subissent les pires sévices. Et il y a un nom, un mot, un prénom qui revient, c'est Lily. La langue est absolument magnifique. L'autrice tire un récit où le beau et l'inhumain se rejoignent et où la beauté de la nature, à travers le chant des oiseaux par exemple, se trouve finalement extrêmement salvatrice.
Il y a beaucoup de révélations, mais je trouve que la force de ce roman ne tient pas là-dedans. Pour moi, c'est un roman avant tout poétique qui dénonce des choses abominables, euh, des événements effroyables. Bon, j'ai trouvé que peut-être, comme ça se lit très très vite, le roman était peut-être un peu trop court, je ne sais pas. En tout cas, vraiment un texte d'une très grande qualité. En me tournant vers une nouveauté américaine tout juste traduite chez Gallimard, je ne m'attendais pas à avoir un tel coup de cœur. J'ai lu Bien-être de Nathan Hill. Ce roman, basé sur de solides recherches, analyses, réflexions, est un petit peu comme un essai philosophique, sauf que c'est un roman, et donc que l'on suit deux personnages fictifs, à la fois séparément et ensemble, deux personnages. On les suit de leur jeunesse à leur coup de foudre magnifique, jusqu'à leur situation actuelle, ce qui est en fait la désintégration totale de leur couple et de leur mariage. Alors, neurosciences, psychologie, art, développement personnel, sexualité, l'auteur passe au crible toutes, il essaie d'être le plus exhaustif possible, tous les thèmes un peu importants pour nous dans notre société actuelle et les quêtes intenses et que ça suscite en nous. Et voilà, c'est un travail assez faramineux, assez vraiment impressionnant. En plus, l'auteur passe aussi par l'analyse de la théorie du complot ou l'influence des algorithmes sur les réseaux sociaux, ce que ça fait sur nous. Et puis tout cela en prenant son temps, vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que le livre est assez épais. Il déroule le tout avec une écriture extrêmement précise, très juste et le tout est très prenant. Il y a une sorte de maître mot, ou en tout cas de thème crucial qui revient dans le roman, c'est le placebo. Le tout donc est lié, ça forme un... C'est assez... Vraiment, j'ai été bluffée hein, par comment tout se rejoint et forme une œuvre à part entière, une œuvre riche et réussie, et ça se conclut vraiment d'une manière les plus justes, je trouve, en termes de sagesse. Donc voilà, vous l'aurez compris, c'était un immense coup de cœur. Pour moi, je trouve qu'on n'est pas loin du chef-d'œuvre contemporain. Donc voilà, je ne peux évidemment que vous le recommander. J'ai regardé le film Au cœur de la tourmente, Swept from the Sea en anglais, un film de 1997 avec Vincent Perez, Rachel Weisz et Ian McKellen. C'est un film d'un grand romantisme qui m'a ému, où Vincent Perez est d'ailleurs absolument magnifique. Et ça se passe dans un paysage absolument grandiose, la Cornouaille, il y a un peu plus d'un siècle, où un étranger des Carpates qui rêve d'Amérique se retrouve naufragé et seul survivant et a débarqué donc dans cette petite région où il ne partage ni la langue ni les coutumes. Cet étranger va effrayer, il va être discriminé malgré sa très très bonne nature. Il n'y a qu'une personne qui va l'accepter, prendre soin de lui et l'aimer d'ailleurs. C'est donc une jeune servante qui s'appelle Amy Foster. Elle est un médecin. J'ai trouvé que le film était bon, mais il y a certains aspects qui m'ont un peu dérangé, notamment la personnalité d'Amy Foster. Et j'ai découvert qu'en fait ce film était une adaptation d'une nouvelle de Joseph Conrad qui s'appelle justement Amy Foster. Dur de lire le texte après avoir vu le film, comme souvent, puisque voilà, on se rend compte des choix et des changements qui ont été décidés et réalisés pour l'adaptation. La nouvelle est très brève et varie aussi quelque peu, notamment concernant le personnage d'Amy Foster, justement. Par contre, l'étranger, donc Janko, est tout aussi touchant et à travers la nouvelle, ce que le récit dénonce est tout aussi révoltant. J'ai vraiment aimé lire cette nouvelle, tout comme globalement être plongée dans cette histoire. Recommandée par Nadia de la chaîne Booktube Madame rêve encore de livres, j'ai lu Reine rouge de Juan Gomez Jurado.
C'est un thriller plutôt prenant, avec de l'action, des rebondissements. On est en Espagne auprès d'un policier déchu, plutôt attachant, et qui va se retrouver à faire équipe avec une femme qui s'appelle Antonia, et donc c'est une femme très particulière puisque c'est la femme qui a le QI le plus élevé du monde. Ils vont enquêter ensemble dans des circonstances assez particulières pour essayer de retrouver une femme d'affaires qui a été enlevée. Donc en effet, il y a des enlèvements suivis de meurtres, d'assassinats qui font rage. C'est à Madrid que ça se passe, il me semble. À Madrid. Et cela de manière cachée, car ces personnes sont célèbres, très riches. Donc personne n'est au courant. La population n'est pas au courant. C'est plutôt bien fait. La personnalité des personnages, l'enchaînement des événements. Pour moi, ce n'était pas non plus incroyable, mais j'ai apprécié être pris dans cette histoire, avec en plus une écriture assez simple. C'est agréable. À la fin, on comprend qu'il y aura une suite. Je ne suis pas sûre que je la lirai. Bon, en tout cas, je ne regrette pas ma lecture. J'ai passé un très bon moment et voilà. Si vous avez envie d'une lecture pas prise de tête, comme on dit, mais pas non plus complètement stupide, ce livre peut être un bon choix. J'ai lu un essai particulièrement passionnant du psychiatre américain Karl Desseroth, publié en 2021, qui porte le titre « Les fils tressés de nos sentiments ». Première fois que je lisais un tel livre, l'auteur relate des expériences auprès de ses patients qu'il a eues au cours de sa vie. Donc c'est l'occasion de présenter diverses pathologies, mais surtout de mettre la lumière sur la complexité de sa pratique et l'approche complexe et humaniste qu'il a. Nous sommes avec l'auteur, donc un psychiatre, dans sa tête. Donc nous avons ses souvenirs, ses émotions, ses sensations personnelles, comment il procède en tâtonnant pour arriver à un diagnostic, et puis comment aussi il mobilise toutes ses connaissances poussées en neurosciences. L'auteur est effectivement autant doué sur le terrain qu'en laboratoire, puisqu'il il ne consulte plus. Maintenant, il est spécialiste. Il a été d'ailleurs un des pionniers à créer l'optogénétique, qui permet de mieux connaître le cerveau, le fonctionnement du cerveau, de l'esprit aussi. Donc, Karl Desseroth ne nous prend pas pour des imbéciles. Il partage donc ses connaissances, parfois assez pointues. C'est une démarche humaniste qui est en adéquation avec sa façon de voir la science, de travailler avec la science. Ce livre permet d'ailleurs une ouverture vers des questions plus philosophiques qui sont particulièrement abordées à la fin du livre, en conclusion, des choses d'ailleurs auxquelles on peut déjà penser même avant d'avoir lu ce livre. J'ai été touchée par la simplicité du psychiatre et la façon aussi dont il écrit ce livre. Son texte est de qualité et j'ai apprécié notamment énormément la façon complexe qu'il a d'aborder. Voilà, il a une approche complexe, il ne cherche absolument à rien simplifier, tout en essayant de s'y retrouver. À la Edgar Morin, en fait, pour ceux qui savent à quel point j'apprécie et je partage cette façon de réfléchir, de penser. Il évoque aussi du coup les limites des diagnostics, des étiquettes diagnostiques. Passionnant. C'est un livre qui peut troubler aussi, je pense. Après tout, on parle de ce qui constitue le moi, ce moi si fragile et qui peut vriller et qui peut pousser à des états terribles et faire peur aussi. Un livre vraiment très fort, très intéressant, un coup de cœur. Voilà pour ces lectures du mois de mars. Elles ont été riches, plaisantes, voire même pour beaucoup absolument passionnantes. Je vous retrouve dans un mois pour un prochain bilan lecture. Je me permets de rappeler que j'ai un compte Instagram, donc millenali.35, et que je nourris de recommandations de livres, tout comme d'autres choses. Donc si vous avez Instagram et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil.
Je vous souhaite d'excellentes lectures et de bien profiter de ce début de printemps qui fait du bien. À bientôt!